Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Fédération française de paintball. Dans cette vidéo qui va être plus sur un format podcast, on change un petit peu la donne, on va pas vous montrer comment fonctionne tel ou tel équipement, on va essayer de promouvoir le paintball d'une autre manière, en vous montrant comment créer un club de paintball qui fonctionne. Alors là, on ne va pas parler d'un terrain de paintball, mais un club, c'est-à-dire une association qui, elle, va jouer, potentiellement associée à un terrain, mais cette association va chercher à avoir une équipe, plusieurs équipes, un type de jeu, plusieurs types de joueurs, pour justement créer un groupe de personnes qui ait envie de jouer au paintball. C'est le but de la manœuvre. Donc pour cette vidéo, on a invité Walter, que vous connaissez sans doute déjà, et Théo. Alors Walter, je vais te laisser te présenter, te parler Ouais, de ton parcours. bonjour à tous. Donc, Walter Stefano, vous me connaissez à travers la commission loisirs et la commission jeunesse, mais je suis aussi le président du club RNPPC en région parisienne. Et justement, on va essayer de développer comment on a construit ce club depuis 5 ans. Alors Donc, voilà. RNPPC, ça veut dire Comment? RNPPC, ça veut dire Alors, c'est Reims-Neuilly-Plaisance Paintball Club. En fait, c'est la fusion entre deux associations qui avaient dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Donc, Reims Paintball Club, c'était mon association, et les Druides Paintball, qui était l'association de Neuilly-Plaisance. Et en fin de compte, quand j'ai créé le club, les Druides Paintball, à travers Thierry Bazer, sont tout de suite venus se greffer au club pour pouvoir développer un truc encore mieux. Et c'était plus important d'être sur deux communes que sur une seule pour nous. C'est Hmm. comme ça que ça a démarré, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai invité Théo, donc, qui va se présenter maintenant. Moi c'est Théo Morvillier, vice-champion de France, non, champion de France U16. Je joue actuellement des catégories D3. Et puis voilà, avec le confinement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tatillé de la gâchette, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et On tu as prend sur commencé il nous. y a combien de temps, toi, Théo? Alors moi j'ai commencé il y a 4 ans, le paintball. J'ai commencé d'abord en U16, donc en speed, où j'ai réussi à atteindre les qualifications pour la finale de l'équipe du championnat de Voilà. France qu'on a remporté. Donc avec ça le titre de champion de France. Donc ouais, ça fait 4 ans et j'ai réussi à atteindre ça depuis environ 2 ans après avoir commencé. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé en format U19. Et donc là, on sent tout de suite une augmentation du niveau qui est vraiment ouf. Et en fait, c'est ça qui me donne envie de jouer tous les jours. C'est ça. C'est vraiment, j'ai envie de me jeter. Adèle, Adèle, sors de là. Non, sors de là. C'est nul. Pardon. Je suis désolé. Allez, Adèle, sors. C'est direct. Du coup, je disais donc, ouais, ça fait 2 ans que je suis passé en catégorie U19 et le niveau a clairement augmenté, mais en même temps, c'est ça du coup qui donne envie de persévérer dans le paintball. C'est de savoir qu'il y a un niveau qui est très élevé et que finalement, quand on sait bien jouer, c'est très satisfaisant comme jeu. D'accord. Donc c'est le challenge, le fait de Ouais, quasiment jouer vraiment avec tous ceux qui font de la compétition. Et malgré le c'est fait que ça. toi, ça a fait un gap, c'est ça qui continue de te motiver pour continuer la compétition. C'est ça. À chaque fois, dès qu'il y a une compète ou quoi, ça me remotive, je suis partant. Ouais, je crois que j'ai jamais dit non à une seule compétition. D'accord. Et Alors moi, je vais faire une petite aparté sur Théo, parce qu'il donc, il est au club depuis 4 ans, quasiment depuis les débuts. Et c'est quelqu'un qui donc, est tous les week-ends sur le terrain avec nous, qui passe un nombre de week-ends d'ailleurs à l'arbitrage aussi, parce qu'il est arbitre officiel. Donc il passe énormément de temps sur les terrains, et puis quand il a passé encore assez de temps, il vient très souvent sur les... Depuis qu'il a commencé quasiment, il vient sur les OP loisirs qu'on a pu faire, soit en milsim, soit les OP Ouais. camo qu'on a pu faire. Théo a été très très présent, c'est vraiment un amoureux du paintball dans sa globalité. J'ai deux, trois autres joueurs comme ça. C'est pas le seul. Et c'est justement marrant de voir au début, tout le monde arrive dans le speed quand ils viennent chez nous, mais t'en as qui d'un seul coup se découvrent le milsim ou le camo ou le big game même, et ils s'éclatent. Et même chez les U16, on a des U16, je pense à Nicolas et par exemple Marwan qui viennent tout le temps avec nous Ouais. sur les
toutes les OP loisirs qu'on peut faire, tu vois. Donc c'est amusant ça de voir que les très jeunes, ils ont jonglé entre les deux, entre le speed et puis le reste. Il y a tout le reste. Ouais. Ça, c'était quelque chose d'important. D'ailleurs, si on prend un petit peu les chiffres de ton club, Walter, ça représente combien d'adhérents déjà pour commencer? Ouais, 75, on est 75 avec le staff compris, parce que nous, on a un réel staff qui ne joue pas. Mhm. Donc, on a des vrais présidents de club qui sont dans leur bureau, qui sont des coachs, mais qui ne sont pas du tout joueurs. Donc, avec le staff, ouais, on est 75. On a aussi des joueurs qui ont été licenciés en loisirs parce qu'ils nous accompagnent. Donc, ça peut être des parents accompagnateurs, ça peut être des personnes qui nous aident. La secrétaire, par exemple, est licenciée aussi. Donc, voilà, on essaye vraiment d'avoir un max de monde qui nous entoure. Mais je dirais qu'en tout, il y a 70 joueurs. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 75 personnes, dont 70 joueurs quand même. Oui, c'est ça. Ok. 5 personnes qui font le staff. Et parmi ces 75 personnes, on a compris, il y en a 5 qui ne jouent pas, qui font vraiment administratif, planification, organisation. Sur les 70 qui jouent, quelle est la proportion d'âge, par exemple? Alors, on a cette année commencé le U12, puisque la Fédération française de paintball, la commission jeunesse, nous a permis de pouvoir démarrer ça. Mhm. Donc, on commence à partir de 9 ans, de 9 à 12 ans. Là, on joue avec le règlement, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 2 jours, parce que sinon, on n'aurait pas le droit de les faire jouer. Alors, il y a plusieurs possibilités avec les petits. C'est soit des lanceurs comme le GOG qu'on règle en dessous des 2 jours, ou alors les lanceurs, tu sais, genre Splashmaster, là, tu sais, avec la pompe, la rouge et bleue. Ils peuvent jouer avec ça. Nous, on a commencé cette année des petits, on en avait 6 au départ. On en a 6. Donc, toi, c'était vraiment un test. Donc, c'est un petit groupe. On voulait tester qu'un petit groupe parce qu'il fallait vraiment voir ce que ça allait donner. Après, nos U16, ils sont une trentaine. C'est la plus grosse division du club, les 30 U16, 28 exactement, je crois. Voilà, donc on a 4 équipes qui jouent en ligue, en sachant que les équipes de ligue, c'est des 3 contre 3. Donc, tu vois, ça fait pas beaucoup de joueurs qui jouent en ligue comparé à tout l'effectif qu'on a. Mhm. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait des tournois internes au club aussi pour permettre à tous les enfants. Et on a après, on avait cette année 2 divisions 3 et une division 2. Okay, cette année, comme l'équipe D2 monte en D1, on n'aura qu'une seule équipe en D3 et une équipe en D1. Les autres seront des équipes réserves. Voilà où se situent les joueurs. Et on a bien sûr une entité, alors nous on dit même plus loisir, c'est une entité Milsim McFed qui fait des OP Milsim comme Esperanza, puis d'autres. Voilà, qui joue au paintball et qui peu à peu fait un peu d'airsoft aussi. Voilà. D'accord. Et là, eux, ils sont une dizaine aussi à peu près. D'accord. Donc ça te fait une trentaine de joueurs en U16, 6 joueurs en U12. On a à peu près 10, à peu près 10-12 partout après. D'accord, ok. Ok. D'accord. Et donc, ceux qui jouent Milsim, ça représente donc une douzaine de personnes, d'après ce que tu nous disais. Et ça englobe aussi d'autres personnes qui font compétition et Milsim Oui, on en a qui font les deux. Théo et Benji, par exemple, font les deux. Oui. Et puis, on a de temps en temps des jeunes de 15-16 ans, comme Nicolas ou Marwan, qui viennent aussi dans nos OP. Et on a même un joueur de la D1, Martin, qui vient de temps en temps s'éclater avec nous sur les OP Milsim. D'accord, ok. Ouais. Donc en fait, l'avantage qu'il y a dans ton club, c'est que on peut choisir de faire de la compétition ou faire du Milsim, ou voire même faire les deux. Oui, c'est ça. On en a Benji et Théo, c'est le cas. D'accord. Voilà. Et donc il y a Oui, ils font vraiment les deux. il y a une partie, visiblement, ça a l'air d'avoisiner vers le tiers ou le quart des joueurs dans la globalité qui font les deux, qui font et du Milsim et de la compétition. Non, je dirais peut-être pas un quart, mais on a à peu près, je dirais, une dizaine de. Alors, si j'enlève l'entité Milsim, qui elle, forcément, joue au Milsim, mais les autres, qui sont issus du Speed, on doit être une dizaine à venir de temps en temps sur les OP Milsim. D'accord. Ok. Bah, ils ont la chance, en fait, avec nous, ils ont la chance de découvrir, ils peuvent découvrir ça en plus. Des fois, ils viennent juste un week-end pour s'éclater, mais en fin de compte, comme ça leur plaît bien, parce que je pense qu'il y a une bonne ambiance avec Théo, après, ils reviennent souvent, finalement. D'accord. On a fait une OP de nuit cette année. On avait, combien il y avait de gamins du club, Théo, qui sont venus sur ce OP? Je crois une dizaine, quinzaine. Ouais, une dizaine de U16 qui sont venus s'éclater. Voilà. Donc, tu vois, c'est peut-être même plus. Ouais, peut-être même plus, ouais. On était nombreux là. Les jeunes étaient beaucoup. Donc, tu vois, des fois, on a vraiment du monde. Et en plus, c'était une OP de nuit dans le noir avec les lampes torches et tout. C'était pas évident, mais ils étaient quand même tous là. Voilà. C'est super ça. Et du Ouais, coup, ça. toi, Ouais. ton rôle là-dedans au sein du club, sur la partie plus Milsim, quel Par la est... Théo, là,
Ouais, ATO, oui. D'accord. Alors moi sur la partie plus Milsim, je suis joueur et coach en même temps. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que je suis chef des squads. Donc je dirige mon groupe, mes unités, comme dans une simulation militaire. Donc avec mouvement de troupes, suivi de consignes de déplacement, d'écart entre les gens, enfin plein de petites règles à respecter, qui donnent vraiment un côté immersif au jeu. Mhm. Il faut le dire, parce que c'est en faisant ça qu'on a vraiment l'impression de revivre le film Rambo ou n'importe quel autre film en fait. Un peu d'action, c'est vraiment ça quoi. Les gens donnent tout ce qu'ils ont. Donc moi après je suis joueur et coach, ce qui je pense m'ouvre encore plus de visibilité parce que du coup je suis amené à aller rechercher des tactiques à utiliser en jeu. Donc ça c'est un gros plus que j'ai sur mes camarades. Mais en même temps, on est tous au même niveau. Enfin, je sais pas si c'est logique. Il n'y a pas vraiment de commandant. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, pour les ordres, il y a quelqu'un qui commande, mais pour le reste, c'est chacun fait à sa guise en fait. D'accord. Ok. Alors ouais, c'est vrai qu'avec Théo, on a toujours accentué aussi sur le côté fun. Alors, on Voilà. parle de simulation de militaire et tout, mais on est loin de ça. En fait, nous, on aime bien les OP fun, le plus fun possible. On a toujours mis une touche de déconnade, en fait, même quand on est habillé en soldat ou ce que tu veux, on est toujours là pour rigoler. Bah, même quand on a fait les Ingolstadt, on était tous les deux chez les Allemands avec Théo et on l'a fait avec un humour pas possible et le plus fun possible. Ah bah oui, Voilà, il faut, il faut. voilà, voilà, c'est super important. Et un truc qui est important aussi, c'est que quand il dit coach, il est réellement entraîneur fédéral, hein. Il est diplômé, hein, Théo, il a passé sa formation Oui, en puissance l'année dernière, ouais. Donc c'est ouais, c'est important. Donc au-delà du fait d'organiser des événements ou de participer à des événements, il y a vraiment des entraînements dédiés Milsim avec vraiment toute une infrastructure d'entraînement et tout un protocole d'entraînement. C'est pas tout à fait. juste on va jouer ensemble que pour le fun. Il y a aussi cette partie comment je dois me déplacer, comment je dois Ah oui, recharger, ah oui, oui, il y a vraiment une partie d'apprentissage et d'ailleurs on a eu beaucoup de mal au tout début à faire comprendre ça aux joueurs parce que eux quand on leur dit loisir ils pensent qu'on va rigoler tout ça et quand je leur ai expliqué que finalement non il y aurait des formations à suivre, des protocoles à suivre, enfin plein de trucs à suivre. Toute la partie physique aussi, en début d'entraînement, il y a toute une préparation physique. On a toujours 20 minutes à peu près Oui, d'entraînement ah physique. oui, Donc, oui, oui, bien sûr. C'est ils courent, ensuite ils portent leur gun pendant des heures et des heures, on enchaîne les parties. Enfin, non, ça c'est vraiment cool. Il y a pas d'autre mot. C'est une alors, c'est un communauté. truc, Duncan, c'est l'entité Milsim, c'est marrant qu'on parle de ça, là, parce qu'on est parti sur le club, mais on va prendre un petit peu de temps sur cette entité Milsim. on va revenir C'est après l'entité dessus. qui a le plus gros écart dans la même division, en fait, d'âge. On a des jeunes, donc, comme Nicolas, qui ont 15 ans, qui viennent avec nous, mais la personne la plus âgée du club a 50 ans. D'accord. Et c'est une femme. Donc, tu vois, on a vraiment, on passe de 15, 20, 25, 30, 50. Voilà. D'accord. Jacqueline, voilà, c'est la maman du groupe, mais qui s'éclate en camo avec son McFed. Donc oui, oui, on a vraiment voilà, on voulait ça aussi, je crois, cette Ouais. ouverture. C'est important de pouvoir se faire partager ça à tout le monde. Non, c'est juste pour montrer que justement, il n'y a pas que dans la partie compétition qu'on peut avoir vraiment des entraînements très structurés pour apprendre à se déplacer, pour apprendre à se positionner, pour Ah apprendre à non, ah non. sortir d'un obstacle, pour apprendre à recharger et tout ça. Non, ça c'est effectivement, chaque entraînement, il y a des objectifs précis à atteindre. Donc alors souvent on laisse quand même 1 heure ou deux de jeu pur et dur parce Mhm. que voilà, on est quand même là pour jouer au paintball, on a envie de se tirer un peu dessus. Mais la plupart du temps, 80% de la journée, en fait, ça va être des exercices qu'on a travaillé, que j'ai mis au point, que j'ai trouvé sur Internet, des exercices que je trouve en général. Et une fois que je les ai trouvés, eh ben, j'essaie de les appliquer au paintball loisir, D'accord. donc à la Steam. Et une fois qu'on fait ça, en fait, on se rend compte qu'il suffit juste de dire, il faut se déplacer à tel obstacle, il faut sortir comme ça. En fait, on peut appliquer beaucoup de concepts du speed à la milsim. Mhm. Donc, par exemple, le snap, c'est un truc de speed, mais n'empêche qu'en camo, ça marche super bien.
Bien sûr. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc en fait on essaie. Moi je fais un mélange de speed, de milsim, de code militaire, de fun aussi. Je fais un mélange de ces quatre choses pour essayer d'obtenir le meilleur entraînement possible. Et pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. En fait, le seul truc qui nous manque, c'est que bah c'est la présence des gens à chaque entraînement. Ça, c'est le plus compliqué. Ah, dans les loisirs, ouais, c'est le plus compliqué, ça. Voilà. Ça reste des loisirs quand même. Hein. Bon, là. Bon, après, voilà, on essaye de faire avec ça. On essaye de renforcer un peu cette section parce que c'est aussi la première année vraiment qu'on a lancé ça. Donc, on veut maintenant le développer avec plus de monde. Et c'est vrai, comme le dit Théo, on pourrait écrire un book pour faire un parallèle entre les entraînements speed et les entraînements milsim. Ça se ressemble énormément, ou du coup, ou simplement, ça s'adapte l'un à l'autre. Ouais, voilà, ça s'adapte. Voilà. Ça s'adapte. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je regarde les exercices qu'on fait en speed et je les adapte au McFed. En soi, c'est la même technique de jeu. Hein. Et d'ailleurs, nos joueurs ont quand même un petit avantage parce qu'ils ont ces techniques de speed justement. Contrairement à certains qui ne les auraient pas et qui sortiraient un peu machinalement, bah non, les nôtres ils savent que bah là il faut sortir à un rythme différent à chaque fois. Enfin plein de petits trucs quoi, avec plein de petits détails, mais qui font un bon joueur finalement. D'accord. Alors ouais, Duncan, c'est important ça, toi, parce que nous, on a que toutes nos sections, donc les U12, les U16, la division 3, la division 1 ou même le Milsim, tous ont leur entraîneur. Et D'accord. tous ont un entraîneur diplômé de la Fédé. Hein, voilà. C'était un choix aussi, donc on se retrouve avec un nombre d'entraîneurs pas possible, nous, parce qu'on a formé beaucoup d'entraîneurs. Et ça nous permet d'avoir des coachs vraiment qui ont des bases. On a un préparateur physique, puisque c'est moi qui m'en occupe de ça, par exemple pour l'équipe de D1 et de D3. Donc on a vraiment un gros travail derrière. On prépare toutes les séances, on fait beaucoup de choses comme ça. On passe beaucoup de temps à préparer tout ce qu'on a à faire. D'accord. Mm. Mais tiens, par exemple, je pense que aussi une question qui va intéresser les gens. On parlait tout à l'heure des entraînements, de la présence aux entraînements. Dans ton club, ça représente combien dans la semaine, par exemple? Est-ce qu'il y a un entraînement, tel jour c'est le milsim, tel Ouais. jour c'est la compétition? Alors les U16 et les U12 s'entraînent le mardi soir, Mhm, de 18h à 20h, dans une salle qui nous est prêtée par la commune du Rassis. mhm. Et le mercredi, c'est les grands qui s'entraînent dans la salle. Donc les grands, c'est plutôt les moins de 20 ans qui viennent s'entraîner. Ceux qui D'accord. travaillent, c'est un petit peu plus dur, tous les étudiants. Et tous les samedis, on retrouve tout le monde pour l'entraînement. Alors, le samedi, c'est uniquement. Alors, le matin, c'est les U12, après, c'est les U16, la D3 et la D1. Mhm. Ça, c'est le samedi après-midi de 14 à 17. Et le dimanche, 2 fois par mois, c'est l'équipe Missy McFed de Théo qui s'entraîne. Mais elles s'entraînent plus longtemps. Elles sont là de 10h à 17h. D'accord. Ok. Voilà. Donc, si on résume, tu as deux entraînements la semaine Mm. réservés pour deux catégories de joueurs en C'est ça. compétition. Mais j'imagine que vu que c'est dans une salle, ce n'est pas avec, il n'y a pas de tir de réaliser. Non, il n'y a pas de tir de réalisé, mais on a quand même les lanceurs quand on fait Voilà, du run shoot, plus le quand on fait du mouvement. pre-bank, quand on plonge aussi, quand on rentre. Enfin, tout ce qui est manipulé qu'un lanceur, on le fait quand même avec des lanceurs dans la salle. D'accord. Non, mais l'avantage, c'est que vu que vous êtes dans une salle, ça peut se faire toute l'année. Pas besoin de Et oui. conditions météo Ouais. ou quoi que ce soit. C'est un dojo, donc en plus on peut plonger, on peut ramper. Voilà, d'accord. Et donc, le week-end, tous les week-ends, compétition, un week-end sur deux, milsim. Oui, c'est ça. Et tout C'est ça, ça. sur quel terrain, du coup? Nous, on est chez Camp, Quand on est locataire de Camp Ball. D'accord, ok. Non, c'est intéressant de savoir que le club n'a pas son terrain à lui, Non, mais est non. affilié à un terrain professionnel à côté de ça. Exactement. D'accord, ok. Mais je pense qu'aussi la question qui va beaucoup intéresser les gens est la partie financière de la chose. Mm. C'est-à-dire, par exemple, si je souhaite m'inscrire dans ton club, Walter, qu'est-ce que ça Mm. représente en termes d'argent, en termes de papier, d'autorisation, de quoi que ce soit? Alors, bon, ça va être assez simple à comprendre. Donc, on a dans toutes nos catégories, en fait, on a des tarifs différents de cotisations. Donc, les cotisations, quelles qu'elles soient, comprend tout ce que tu vas dépenser dans la saison, c'est-à-dire toutes tes billes pour les entraînements, ta licence, les inscriptions en compétition et la bille pour les compétitions. C'est-à-dire absolument tout, sauf si on fait des grands déplacements, des fois il y a des frais d'hôtel ou des frais de transport qui se rajoutent, mais pas forcément. Ça dépend un peu de ce qui va nous rester dans les... c'est pas arrivé souvent quand même qu'on doive rajouter pour des voyages. Voilà, c'est exactement. On essaie toujours de se débrouiller pour pas qu'ils payent les voyages, mais bon, des fois, il nous manque 20 € toi, par joueur.
Là-dessus, les U12, par exemple, nous payent 280 € la saison, tout compris. D'accord. Avec l'accès donc à la salle la semaine et le terrain le week-end, plus leur compète. Les U16, c'est 380, comme les loisirs. Les loisirs et les U16 payent Ouais. exactement le même prix. D'accord. Et la D3 et la D1 fonctionnent exactement pareil. C'est 550 si tu es étudiant et que tu participes à la vie 600 du club. et Et c'est 650 650. si tu Ouais. participes à la vie du club et que tu travailles. Voilà, tu vois, donc les étudiants payent 550 et 650 pour les adultes. Quand je dis qu'ils participent à la vie du club, c'est que si tu ne veux pas participer à la vie du club, tu payes plus cher. Tu vas payer 750, je crois d'ailleurs. D'accord. Voilà, participer à la vie du club, c'est quand on a besoin d'organiser une tombola, quand on a besoin de faire une kermesse, une brocante, le repas du club, les formations d'arbitrage. Les joueurs qui ont accepté ça sont obligés de le faire. Adèle, Ils vont payer moins cher. Adèle, descends. Ah, il y a la chanteuse Adèle qui descend là maintenant. C'est ça le direct, j'ai déjà dit. Et c'est ça qui fait le bonheur du direct, justement. Et donc, Donc voilà, si on reprend, juste pour que les gens aient bien compris le concept, parce que ça, je pense que ça change dans beaucoup d'autres clubs, les sommes que tu as annoncées, donc 280, 380, 550, 650, 750, c'est le prix que tu payes au début de l'année. On est bien d'accord? ouais, il paye en 3 fois en général, septembre, octobre, novembre. Et sur Après, il paye ça pas. inclut ta licence et aussi toutes les billes que tu vas tirer. C'est-à-dire que tu ne rajoutes Ça, mes inscriptions à leur compète, tout. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque entraînement, tu ne vas pas racheter un carton en tant que joueur. Et ainsi. Non, jamais. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même, comme on dit dans les voyages, c'est un forfait all inclusive. Oui, alors il faut savoir aussi que en fait, on fonctionne, on a mis du temps avec Thierry à mettre ça en place. Il a fallu qu'on le comprenne, qu'on le gère et qu'on sache le faire surtout. En fait, quand tu regardes ça, tu t'aperçois que les gens vont pas payer, ce que dépensent les joueurs n'est pas ce que le club dépense réellement. Par exemple, si on a demandé 550 € à la D3, en vérité, ça va peut-être nous coûter, à nous, ça va peut-être coûter 800 ou 900 €. Donc plus cher que ce qu'on a demandé en cotise. Donc la différence, maintenant, il va falloir la trouver sur ce que le club va devoir faire en plus. C'est pour ça que je t'ai parlé de tombola, je t'ai parlé de repas. Donc en début de saison, on calcule tout ce qu'on a besoin, tous nos déplacements, tous les frais de billes, les frais de billes des entraînements. Donc je te le cache pas que les entraînements de billes, et là Théo en médecine le sait très bien, tout est calculé. Ah oui. Si je te dis que tu as 1000 billes pour ce week-end, tu as 1000 billes par joueur pour ce week-end, tu n'en as pas 1500. Voilà, il faudra faire avec. D'accord. Donc tout est parfaitement calculé. Et en fait, on s'est rendu compte que ça suffisait dans tout. Franchement, je crois que les joueurs s'amusent très très bien. S'ils tirent 1000 billes et pas 5000, tu vois. En fin de compte, quand c'est bien foutu, je pense que ça marche très bien. Tout est calculé en début de saison. On calcule au millimètre ce qu'on va avoir besoin financièrement. Et on va faire la différence avec les cotises de ce qui nous manque. Il peut nous manquer 5000 € en début de saison. Et bien maintenant, avec Thierry, c'est pour ça que je dis qu'il faut un staff qui ne joue pas. Nous, on passe notre temps à mettre en place des choses pour récupérer ces 5000 € qui nous manquent. Alors, ça peut être en faisant une tombola, ça peut être en faisant un repas de fin. Alors, une tombola, tu peux gagner 1000 €, tu vois. Il y en a qui font des lotos aussi. J'avais vu ça, je crois que c'est les Lions. Ou en Rhône-Alpes, j'ai vu un loto qui peut rapporter aussi beaucoup d'argent. Un repas de fin d'année, c'est un repas associatif, donc tu peux mettre un prix un peu plus élevé, tu vois. Parce que les gens, ils le comprennent, ils savent que c'est pour une association, donc ils vont le mettre un peu plus. Cet argent que tu récupères, tu arrives à combler le manque. D'accord. Et si j'arrive pas à récupérer ce manque, il y a peut-être des événements qui ne pourront pas se faire. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on fait. Mais en général, c'est plutôt le contraire aujourd'hui. C'est que plus on avance, plus on arrive à faire de choses. D'accord. Ouais. Tu vois, là, on est en train de réfléchir peut-être sur la saison à venir, de mettre notre équipe de D1 non seulement en ligue, mais peut-être sur la NXL aussi. Tu vois. Donc ça veut dire mais sans bouger d'un poil leur cotise. D'accord. C'est tout le travail qu'il y a derrière ça. Au-delà de tout ce qui est cotisation, l'autre apport d'argent est les événements spécifiques que vous organisez pour le club. Oui, on organise des événements pour le club. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent justement d'apporter des finances au club? L'arbitrage. L'arbitrage aussi. Voilà. L'arbitrage, c'est important. Théo, lui, fait de l'arbitrage depuis combien de temps tu fais de l'arbitrage, Théo? Ça fait un bail déjà. 3 ans. 3 ans. Donc l'arbitrage, en fait, il faut savoir nous en Ile-de-France, là-dessus, c'est vrai qu'on les arbitre, on a beaucoup d'arbitres officiels. Donc, alors tu vas nous expliquer combien tu es payé au départ, je ne me rappelle plus. Alors la première fois, c'est 50 €, la première manche. Et si on revient, c'est 80. Voilà. Donc à chaque fois que tu vas faire une manche d'arbitrage, tu reviens avec 80 €. Mais les 80 € ne sont pas pour le joueur. Les 80 € rentrent dans l'association parce que c'est partie du travail justement du joueur. Tu vois. D'accord.
Voilà. Ok, donc du coup, vu que vous avez un certain nombre de vos joueurs qui sont arbitres, qui vont arbitrer sur des ligues, ça permet d'apporter de la finance au club. Oui, c'est un exemple. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres moyens que Alors, alors moi, j'utilise pas tous les moyens que je connais, mais par exemple, je sais que les Los Calamares qui travaillent sur Perpignan, je crois, Montpellier ou Perpignan, eux ont contacté tous les restaurants où ils avaient l'habitude d'aller, tu vois, Mhm. et ils ont demandé une aide associative. En échange, par contre, ils font des repas de fin d'année avec tout le club et tout ça dans ces restaurants-là. Et ils ont récupéré, je crois, un truc genre 2000 ou 3000 euros, tu vois. D'accord. Il y a plein de façons de récupérer des sous, mais par contre, il faut bouger, il ne faut pas arrêter, quoi. C'est ça le problème aussi, c'est que pas toutes les équipes ont le potentiel de faire ça. C'est ça, hein. Et il faut des gens qui s'en occupent de ça. C'est pour ça que nous, on sensibilise les joueurs. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et celui-là qui ne le fait pas, il dérouille. Tu as bien raison. Faut les mener à la baguette, et quand la baguette ne suffit pas, la cravache marche bien aussi. Et en dehors de ça, donc ça, on voit un petit peu les méthodes qui permettent de ramener de la finance. Quelles sont les méthodes que toi tu utilises pour ramener des joueurs, pour inciter des nouveaux joueurs à venir jouer au paintball dans ton club? Bah, nous, on a l'avantage de pouvoir travailler avec des communes. Donc, on a déjà les forums des associations en début d'année. Et puis, je te cache pas que comme j'ai quasiment que des jeunes, tous nos U16 et nos U12 sont du Raincy, Neuilly-Plaisance et des villes autour. Mhm. Toi, le plus loin, ça doit être Théo, il est à Blanc-Ménil. C'est à 6 km, Drancy, ouais, t'es à 6 km de chez nous. Donc, nous, on génère vraiment des gamins qui sont tout autour ou dans la ville ou autour. Et le bouche à oreille, ça va très, très vite. Très, très vite. Ouais. Toute l'année, j'ai des gamins qui m'appellent pour venir faire un test, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au forum des associations, comme on a été plusieurs fois champion de France et tout, on est monté sur les podiums lors des remises des récompenses des mairies. Ben, ça fait parler, ça fait de la pub. Et à force, c'est vrai que les gens viennent nous voir, quoi. Et on est connus, hein, tout le monde nous connaît, nous, dans la ville de Raincy. Et pourtant, toi, on est en plein cœur du 93 et c'est pas un problème, quoi. Ça fonctionne bien. Et je pense que c'est notre ressource principale. Et après, tu as les gens qui nous découvrent sur le terrain ou qui sont envoyés par camp vers nous. Voilà, pour ceux qui veulent rejoindre un club. Donc, ouais, on arrive aussi à avoir des gens aussi du côté du terrain de camp, donc de Pomponne, de Lagny, de Vilvoorde. Forcément, ils viennent aussi nous voir, surtout les jeunes. Mais voilà, puis les grands, nous, on recrute pas, tu sais, on recrute pas de joueurs. Même dans notre équipe de D1, en fin de compte, c'est l'évolution de l'équipe druide qui a déjà 6 ans, 7 ans derrière nous, et les jeunes U16 qui sont devenus grands, qui maintenant jouent déjà en D1, quoi, comme Martin, comme Benjamin, comme Gaëtan. Et tout ça. Donc, on recrute pas du tout de joueurs adultes dans nos D'accord. équipes de compétition. Après, bien sûr, s'il y a Extérieur en un club. qui souhaite rejoindre, faut qu'il passe les entraînements et ainsi de suite, et potentiellement, il pourra rejoindre l'équipe D1, j'imagine. Bien sûr. D'accord, ok. Théo Sur a les... fait Théo a joué en D2 déjà, et peut-être que par la suite, il finira par rejoindre l'équipe de D1, mais bon, je ne te cache pas hein, que C'est l'objectif de la cette D1 année. est très dur. Voilà, Ok. Ok. le chemin est long. Donc là, on a vu la partie finance, on a vu comment apporter des joueurs. Donc les méthodes principales pour apporter des joueurs, c'est les forums des associations, le bouche-à-oreille, parce que j'imagine que toi, Théo, pendant tes études et autres, tu rencontres d'autres personnes, Ouais. que ce soit lycée ou autre. Et du coup, j'imagine que quand on te demande qu'est-ce que tu fais comme sport et que tu réponds paintball, d'autres questions arrivent derrière. Ouais, souvent, ouais. Ou alors, quand on a les traces de billes le lendemain et que ça a l'air de tution. J'ai déjà eu ça, bon, c'était assez marrant, mais bon, je m'en serais bien passé, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça apporte toujours des questions, et quand les gens leur disent, ouais, je fais du paintball. Ah ouais, en club? Bah ouais, en club, la compétition. Ah ouais, il y a moyen que je vienne tester, et puis voilà, en fait. D'accord. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Dès que je parle à quelqu'un du paintball, ils me font, ah ouais, ça a l'air trop bien. Et que je leur parle du multim, du compétitif, de ce qu'on veut. Même les big games, moi j'ai des potes, puis tout ce qui les intéresse, c'est les big games. Donc ils veulent que je leur dise quand les big games se passent, et voilà, et c'est le seul moment où ils jouent. Ils jouent des guns, ils en ont rien à faire, machin. Voilà, j'ai des potes, c'est juste la multim qui les intéresse. Et D'accord. j'ai des potes, c'est la compétition et la multim. Ok. Donc, en fait, on peut toucher vraiment beaucoup de monde avec le bouche à oreille parce que ces potes qui viennent se rajouter, du coup, bah, eux aussi commencent à en parler autour d'eux, Mhm. ce qui fait que bah, le mot se propage plus vite.
Donc, nous, on a vu ça. Au début d'année, on était 4 dans le loisir. Mhm. Dans la section loisir, on était 4. On est monté à 10 en fin d'année. Ouais, quand même. Donc, Ouais, parce ça, que c'est les copains qui viennent et ainsi de suite. Et en plus, comme c'est sur les premières années, on n'a jamais beaucoup de monde. Faut dire parce déjà, on n'aime pas trop avoir trop de monde au départ quand on développe une nouvelle catégorie. Donc, on limite toujours un petit peu. Mais là, je pense que ça y est, on est au point. Là, on peut maintenant, on va pouvoir promouvoir. Tu vois. D'accord. Et c'est vrai, ce que dit Théo, nos joueurs speed, même les très très bons joueurs speed du club, sont attirés par le Milsim aussi parce que je crois que le jeu se ressemble finalement, ils s'y retrouvent. Il y a vraiment un enjeu dans le Milsim, toi. Les gars, ouais. l'objectif, ils y vont franchement, quoi. Et puis ils s'entraînent tous, hein. Toutes les équipes Milsim qu'on rencontre s'entraînent vraiment tous sérieusement. Donc c'est une catégorie du paintball qui nous a intéressés aussi parce que justement c'est encadré et il y a un vrai règlement de jeu. C'est pour ça qu'on a été plus attirés par ça. Mais ça nous arrive aussi de faire du McFed pur, tu sais, plus camo, plus voilà. Mais c'est vrai que voilà, nous on est plus attirés par le Milsim, mais c'est un choix idéologique du club. Hein. C'est pas du tout un voilà, c'est pas, Bon, c'est parce que c'est là qu'on s'éclate le plus, hein, en fait. Hein. ouais, nous. Parce qu'on Oui, a après, on peut vraiment s'éclater dans inventé plein de un choses. personnage. On peut C'est. Ouais, s'éclater un peu parce que voilà, on aime bien jouer. Voilà, moi, je fais des jeux de rôle, je joue aux jeux vidéo, voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas le camo, le football, le big game, voilà. Enfin, ah ouais, non, ah voilà, on non, fait bah, de tout. Hein, mais je me suis retrouvé. Je pense qu'on a tout fait depuis qu'on est au club. Donc, c'est ça. Hein. Moi, je crois que j'ai. Le seul truc que j'ai pas testé, c'est le format canadien à 15v15. ouais, voilà. C'est le seul truc que j'ai pas testé. Sinon, je crois que j'ai fait tout. J'ai joué en Ouais, D3, en on a D2, fait. en D4. La D1, j'ai pas encore joué. On a même fait du football. Enfin, Ouais, Woodsball, on a fait. Big Game, on a fait. OP Sim, on a fait. ouais. Reproduction historique, on a fait. Mm. Ouais, on en a fait un petit paquet quand même, hein, Ouais. sur un an. Après, c'est vrai que moi, je serais pas contre. Ce que je pourrais rajouter aujourd'hui dans mon club, c'est une entité Woodsball. J'aimerais bien avoir une équipe de compétition Woodsball, une vraie équipe de compète qui Ouais. vient jouer en Woodsball. Ça me déplairait pas d'avoir ça. Euh, J'avais pensé à une époque une équipe pompe, tu vois, mais j'arrive pas à trouver les joueurs en fait. Donc j'ai laissé tomber. On était 3-4 à vouloir faire ça, mais 3-4, ça suffit pas pour faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai laissé tomber ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais le Woodsball, comme ça revient un peu à la mode, toi, je suis intéressé si des joueurs me contactaient pour me dire ouais, on voudrait bien rejoindre ton club pour faire du Woodsball. D'accord. Je fais un petit peu de pub là. Mais c'est non, voilà, c'est des choses on peut encore approfondir. Comme j'aimerais, c'est vrai qu'on en a parlé avec Théo, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Mais j'aimerais beaucoup avoir une entité U16 Milsim. D'accord. Voilà. Mais enfin, quand Théo, sur les personnes justement avec qui toi tu as pu discuter ou qui sont venus vers toi quand tu leur disais que tu faisais du paintball, d'après ce que tu nous dis, grosso modo, les gens s'intéressent à plusieurs formats de paintball en fait. Pas forcément que l'éducation, il y en a qui vont vouloir faire du milsim, d'autres qui vont vouloir faire du big game, d'autres qui vont vouloir faire de la compétition, si je comprends bien. C'est ça. Chaque personne a son style de jeu différent en fait. D'accord. Chaque personne a le style qui lui correspond dans le paintball. Pour moi, Mhm. moi j'ai trouvé les deux styles qui me plaisaient le plus. Et depuis que je les ai trouvés, bah c'est tous les week-ends, c'est je me lâche quoi. Tous les week-ends, je me lâche, je balance tout ce que j'ai sur la tronche en billes et puis on rigole avec les copains. À la fin, voilà, on discute, on parle de tout et de rien, mais on fait des trucs ensemble, on se marre. C'est une bonne ambiance, c'est vraiment une bonne ambiance. Donc en fait, je pense que c'est surtout l'ambiance qui attire les gens vers le paintball, parce que là où l'airsoft, les gens se trouvent un peu plus, vraiment, ils sont vraiment dans la simulation, alors que dans le paintball, quand même, Milsim, il y a un côté plus déconnade qui est Ouais, accepté. d'accord. Surtout, Et donc, du coup, ça, c'est vrai que ça aide beaucoup pour l'ambiance parce que bah, une ambiance airsoft et une ambiance paintball, c'est pas du tout pareil au final. bah, Donc, je vais nous, c'est vrai donner que je pense que ça fait beaucoup. une petite aparté là, Duncan, qui va t'amuser. On a fait une OP, tu sais, les Loups de Neustadt, donc reproduction historique de la Seconde Guerre mondiale. Et la veille de l'événement, on a tous dormi chez Dan dans le Nord, tu vois. Mais tous, hein, Ah ouais, tous les gens de l'événement, quoi. On Donc, tu était vois, 15, il y a un côté 15, aussi 16. très festif et très de partage. Il y a vraiment un gros partage dans le Milsim que, attention, hein, on peut retrouver complètement dans le big game, dans le camo aussi, parce que dans les gros big games, je pense à European ou Pen Factory, pour les plus gros que j'ai vus, ou même Vecrin, ce genre de choses. Il y a une sacrée ambiance et c'est très festif également. Et bon enfant, tu vois, je le retrouve un peu partout ça.
Mais ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Théo, c'est que tu sois big gamer, que tu sois pompeux, que tu sois McFader, que tu sois Milsimer, que tu fasses du Woods Ball, du speed, tout ce que tu as envie, ou même des trucs que tu inventes. Je pense que tout le monde a sa place à partir du moment où tu trouves ta place quelque part. Bien C'est sûr. ça. Il n'y a pas vraiment de case en fait. Le paintball, c'est le paintball. Tu vois, après, tu choisis ce que tu as envie de faire là-dedans, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois le truc depuis le début. Bah, tu sais, Duncan, avec la commission de loisirs, on en a assez parlé. Je suis vraiment, on ouvre. Moi, j'adorerais que dans mon club, il y ait toutes ces entités. Tu vois. Mais après, ça devient compliqué de gérer 100 personnes. Tu vois. C'est ça le truc. Ok. Voilà. Maintenant, je pense qu'il serait intéressant aussi d'aborder un autre sujet, parce qu'on a vu donc comment apporter de la finance, on a vu comment apporter des joueurs, on a vu donc les tarifs qui vont avec tout ça. Maintenant, j'imagine qu'aussi la question que se posent les gens, c'est OK, je vais payer donc tel tarif à l'année, mais au-delà de ça, ça va me payer mes billes, ça va me payer mes entraînements, mais tout ce qui est matériel et autres, comment je vais faire? C'est-à-dire, est-ce que Alors, j'achète avant? Est-ce que... non, alors justement, avant de te répondre par rapport au matériel, je suis obligé de te répondre à un truc, c'est que les joueurs, quand ils cotisent, pour eux, ils ne payent pas de billes, ils ne payent rien de tout ça. Ils cotisent, c'est tout. Ils ne savent pas ce que c'est, en fait, cette cotise, finalement. Ils ne connaissent même pas le prix de la bille qu'on a payé nous, ils ne connaissent pas rien, en fait, ce qu'on dépense. Donc, même les inscriptions en ligue, ils ne la connaissent pas, ça ne les intéresse même pas. Eux, ils arrivent, ils payent ça déjà. Pour les U16, c'est les lanceurs du club. Pour les U12, c'est les lanceurs du club. Ils nous appartiennent. Donc, ils n'ont rien à payer en plus sur ça. Ça fait partie de leur cotise. Les joueurs loisirs, soit ils viennent avec leur matériel, soit ils prennent mon matériel personnel en général. Mais voilà, je prête mon matériel aux loisirs. Ouais, j'ai quand même une petite collection de lanceurs. Je prête mes lanceurs toujours aux nouveaux qui arrivent. Mais après, on sensibilise pour qu'ils achètent leur matos. D'accord. C'est ça. C'est en fait le plus important. Je dirais même qu'en fait, dans le paintball vaut cher, mais le paintball, c'est aussi un investissement. Parce que moi, j'ai acheté mon gun il y a 4 ans déjà d'occasion, qui avait déjà pas mal de tirs. Il tourne toujours magnifiquement bien. Ouais. Donc, moi, du moment que le gun, on l'entretient bien, ça peut durer 10, 15, 20 ans, je pense. C'est ça. C'est assez ouf d'ailleurs. C'est surprenant. C'est vraiment un investissement sur le long terme, le paintball. Moi, je l'ai ressenti comme ça quand j'ai acheté mon premier lanceur. Et j'ai toujours pas envie de m'en séparer parce que il marche très bien et que je suis habitué à la façon dont il tire. Donc, ouais, il y a un lien affectif qui se développe avec le lanceur. Donc, le matériel, c'est en fait, on apprend à connaître notre matériel et on apprend à aimer ses points forts et ses points faibles. C'est l'avantage d'avoir un mécano au club qui nous répare tous les lanceurs s'il y a le moindre souci. On a notre petit Big G à nous. C'est le nôtre, mais celui-là c'est le nôtre à nous, un grain à nous. Et voilà, voilà. Donc pour le matériel, ça marche comme ça. Pour les étudiants, c'est pareil. Hein. Donc en général, on prête des lanceurs si c'est des nouveaux joueurs et on sensibilise les parents quand ils sont en U19 sur les tarifs des lanceurs à acheter. Et puis les adultes, bon, bien sûr, ils achètent leur propre lanceur. Après, nous, bien sûr, on est partenaire avec Camp. Enfin, Camp est partenaire avec nous. Ça marche dans les deux sens, avec Camp d'ailleurs. Et du coup, en fait, les lanceurs sont tous achetés chez Camp. Hein, voilà. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation au club. C'est ce qui nous permet d'avoir un très très bon partenariat avec Camp aujourd'hui. C'est que tout l'équipement, toutes les billes et tous les lanceurs sont achetés chez Camp. D'accord. Et pas sur Internet, pas sur voilà. Tout est chez Camp. Ce que je viens par là, c'est que justement, vous avez réussi à créer un écosystème financier et associatif avec Camp, justement, sur la partie terrain, mais aussi sur la partie équipement, et j'imagine aussi sur la partie billes. Oui, tout à fait. la bille est achetée chez lui à 100%. Voilà. Je pense que c'est ce qui est important aussi pour quelqu'un qui veut monter un club, c'est d'essayer d'avoir justement ce type de partenariat. Parce que j'imagine aussi que quand vous avez lancé la partie Milsim, vous êtes passé par Camp pour l'achat du matériel et ça a pu vous aider, j'imagine. Mais de toute façon, quand on monte une nouvelle division, la première chose qu'on fait, c'est qu'on en parle avec Camp. Voilà, comment on pourrait faire pour travailler ensemble là-dessus. De toute façon, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec Camp. On ne fait jamais tout seul dans notre coin les choses. Donc, on propose des choses à Camp et nous dit c'est bon et on peut le faire. Ça marche que comme ça. Et oui, donc toute la bille est prise chez lui, tout l'équipement est pris chez lui, ce qui nous permet après, bien sûr, d'avoir plus de liberté sur son terrain, de travailler avec Camp. C'est vraiment du partenariat, là. Là, on ne peut pas faire mieux. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Il ne faut pas hésiter. Là, c'est un message pour tous les clubs, toutes les équipes
qui voudraient fonctionner comme ça, d'aller vers les terrains pro, de vraiment négocier avec eux, peut-être même de former des communautés d'associations, peut-être 3-4 associations qui fusionnent pour se présenter comme une grosse association, tu vois, pour avoir plus de poids vers un pro, pour avoir discuté avec nos pro affiliés, ils seraient tous assez partants sur ce genre de choses, pour pouvoir avoir une entrée de terrain beaucoup moins chère, un prix de billet moins cher, mais par contre, bien sûr, il y a le pro fera jamais ça pour rien, il faudra peut-être entretenir le terrain 3 fois dans l'année, il faudra peut-être faire les arbitrages sur un événement. Ça fait partie du travail, tu peux pas, c'est pas de la magie, hein, c'est du partenariat. Et ça marche dans les deux sens, le partenariat, tu vois, mais voilà, pas avoir peur d'aller voir les pros qui ont un terrain, les pros qui ont des boutiques, ça marche, franchement, je pense que ça marche partout. Et je pense que là, tu as levé aussi un très bon point, qui est que les pros qui ont des terrains, surtout les pros qui ont plusieurs terrains sur leur terrain, si on peut appeler ça comme ça, passent beaucoup de temps à l'entretien. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que par exemple, débroussailler un terrain parce qu'il y a des ronces qui ont commencé à pousser, remettre les obstacles, remettre les filets qui ont le bon temps de bien vouloir tomber au premier coup de vent, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et par exemple, je pense que ce qui arrive très souvent sur les terrains, les filets tombent, les filets décident de tomber le jeudi soir, il faut quand même que le samedi tout soit opérationnel. Donc le fait de pouvoir dire au terrain, bah, écoutez, nous dans ces cas-là, on peut s'arranger pour venir le soir vous aider à remettre les filets pour que vous puissiez faire passer vos groupes, ça c'est une chose qui, à mon humble avis, est très intéressante pour un terrain parce que ça lui permet d'avoir une main-d'œuvre un peu disponible pour ce genre d'événement. Comme tu dis aussi, si le terrain a un gros groupe à faire passer, pouvoir être là pour l'aider, ça peut aussi ça peut l'aider. Et je pense que c'est ça qui va aussi créer un écosystème avec le terrain qui sera favorable à chacun. Vous avez ça quand vous en avez besoin, lui peut vous avoir vous quand il en a besoin, ponctuellement pour des événements ou pour des incidents. Exactement. Et ça, je pense pour moi, c'est gérable, je pense quasiment avec 100% des professionnels. Hein. Il faut juste aller les voir. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer d'argumenter quand on est une association et qu'on souhaite s'affilier avec un terrain. C'est leur dire, ben voilà, je souhaiterais m'affilier avec vous, je souhaiterais pouvoir disposer du terrain, on se met d'accord sur le temps mis à disposition, les jours et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment que de la planification, ça n'a rien de bien complexe. Mais en contrepartie, moi, ce que je peux vous offrir, c'est de ma personne quand vous en avez besoin. On se met d'accord sur le fait que on joue une fois par semaine, une fois par mois, par exemple, on va faire que de l'entretien de terrain. On va passer une journée, on va faire que ça. Et je pense que ça intéresse les terrains parce que bien souvent, c'est quand même compliqué de gérer X hectares de terrain, même si on fait que le récurrent, ça prend un temps pas possible. Passer une tondeuse sur X hectares, c'est quand même pas rien. Hein. Par contre, tu vois, nous, comme on est une association greffée à un terrain pro, nous, il est hors de question, l'association, de faire quoi que ce soit en termes de location. Nous, on fait 0 location. On ne crée pas du tout d'événements locatifs. Parce que ça, c'est Camp c'est son boulot. Donc, nous, on ne touche pas à ça. Tu as beaucoup d'associations qui, justement, ils préfèrent garder une espèce de liberté sur un terrain privé parce qu'ils peuvent quand même faire leurs 6 ou 7 événements dans l'année. Je crois qu'ils ont le droit à 6 ou 7 événements. Parce qu'ils veulent quand même ça permet aussi de faire rentrer de l'argent, de rien ça. Sinon, même si normalement, je pense que voilà, c'est de l'argent qui rentre pour des achats de lanceurs, de filets, de poteaux, de machin, mais bon, ça peut vraiment servir les événements pour les locations. Mais nous, on le fait pas, ça, on peut pas. Ça, c'est important, il faut bien le comprendre, ça. Hein. Tu pourras pas t'amuser à faire des locations sur un terrain pour le mec, il va t'en vouloir. Non, mon propos était plus, si par exemple, le terrain pro doit faire passer un groupe de 100 personnes. Ah oui, d'accord, oui, là, on peut donner un coup de main. Préparer les lanceurs. Alors peut-être que, alors ça, je ne sais pas si c'est possible d'arbitrer ou d'être présent sur le terrain pour aider, mais déjà, si on peut préparer les lanceurs, équiper les gens, les faire passer les uns derrière les autres, ça peut... Nous, on est surtout sur l'entretien. Par exemple, là, ça fait 3 mois, bientôt, ça va faire 3 mois que personne n'a joué. Je peux te dire que la prochaine fois qu'on va y aller, ça va être pour tout remettre en place. Les filets, les poteaux, un coup de main, c'est normal. Ouais. Mais logique. Ça va être du filet, de la tondeuse, du tailleur. C'est normal. Mais c'est logique, ouais, tout à fait, absolument. Ça, je pense que c'est des choses. C'est du partenariat sain. Il n'y a pas de. On fait pas du bénévolat qu'on fait. Hein. Voilà, on vient parce que c'est c'est là où on s'entraîne et qu'on vient donner un coup de main là-dessus. Hein, c'est tout. Hein. C'est pas. On n'est pas en train de. C'est pas du tout. Je pense que ce genre de travaux, c'est quelque chose de sain. Ce genre de partenariat, pour moi, c'est des vrais partenariats. Il n'y a rien de plus sain en fait dans le sport que d'avoir des partenariats comme ça. Exactement. Je préfère même les partenaires que le sponsoring pur. Parce que le sponsoring pur, tu vois, tu dois avoir
Tu dois vraiment rendre des comptes, et lui aussi d'ailleurs doit te rendre des comptes. Et là, c'est plus serré en fait. Le vrai sponsoring est toujours plus tendu. C'est- Voilà, je pense que c'est ça aussi qui est important et qui doit être bien compris pour les gens qui souhaitent avoir un club, créer un club et justement avoir un terrain sur lequel ils puissent jouer. Il faut bien voir que c'est une notion beaucoup plus de partenariat pour créer un écosystème viable pour chacun, donc pour le terrain, pour le professionnel et pour les joueurs de l'association, plus que du sponsoring. Sponsoring, c'est vraiment quand on fait du très haut niveau de compétition et autres. Là, on parle de sponsoring, mais je pense que dans un premier temps, c'est vraiment le partenariat qui peut faire avancer les choses dans le bon sens, que ce soit pour le terrain, mais aussi pour l'association ou le club en lui-même. Ouais. Et je pense que ça, c'est ce que vous avez très bien réussi avec Camp, que ce soit Camp Pro Magasin ou Camp Pro Terrain. C'est normal. Je sais pas si toi, Théo, tu peux nous raconter quelques anecdotes sur le sujet, sur justement des jours où vous avez fait plus de l'entretien, où vous avez des camps sur sur Non, pas tant que ça, à part quand on retape un peu le terrain en début de saison parce qu'on débroussaille Ouais, tout. c'est ça. Mais c'est notre terrain speed en fait, parce que tu sais, tu as la mousse qui. Entre les jonctions du tapis, en fait, tu as des fois des mousses, des buissons qui sortent. On entretient ça. Mais en fait, non, le reste, franchement, le reste du terrain, on n'entretient pas spécialement. Non, sinon, on fait surtout des aménagements pour nous, en fait. Ouais, c'est plutôt, voilà, C'est c'est plutôt surtout pour nous, ça. On fait des l'aménagement. trucs pour améliorer la qualité de vie au club. Surtout ça, il n'y a pas de grosses journées où on vient, on fait que nettoyer. Non. Non, 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 jamais ça. Non, non, ça n'existe même pas ça. C'est si on vient sur le terrain, on nettoie tout et après on échange un peu de billes quand même, ça fait du bien, quoi. D'accord. Non, 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 franchement, chez Camp, en fait, c'était des exemples que j'ai donnés, mais chez Camp, voilà, on intervient très peu. D'accord. Mm. Ok. Moi, je pense que là, on Et est c'est pas vrai, mal. on fait plus d'aménagement sur le terrain le terrain qui nous est prêté par Camp. Tu vois, les pits, on les retape, on les refait propres, on remet les filets des fois un peu parce ils se font un peu détachés. C'est plutôt ça qu'on fait en fin de compte. Je vais pas refaire un terrain Ouais. speed forêt, speed palette à moi tout seul, tu vois. Ah, bien sûr. En même temps, c'est compliqué. Il faut Non, bien payer des engins ou ça autre. serait pas bien. Mais bon, ouais, je pense que tout ce qui est, en tout cas, terrain camo, ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé sur d'autres terrains de passer un coup de débroussailleuse, de dégager des ronces ou des trucs dans le genre, parce que bah, justement, Alors sur du terrain associatif, oui, mais sur un terrain pro, le pro, c'est aussi son travail hein, de faire tout ça. bien sûr. Donc, il n'a pas vraiment à intervenir, je dirais, à ce niveau-là. Non, c'est juste de temps en temps remettre tout faire propre, quoi, parce que c'est vrai qu'on en passe du temps. C'est vrai que nous, des fois, on refait tous les pits, on ramasse tout ce qui traîne, des bouts de papier qui sont même pas nous. Hein. Des fois, c'est des joueurs loisirs qui sont passés entre-temps. Ouais, des joueurs qui sortent de partout, des locations, tout ça. Donc, on ramasse tout, on fait tout propre, on met tout dans les poubelles. C'est plutôt ça qu'on fait, en fin de compte. D'accord. Ouais. Mais ça paraît juste logique, en fait, toi. C'est juste, voilà. Et ça, c'est très bien. Je pense que ça rend service aussi au terrain, donc c'est parfait, quoi. Et par exemple, de l'animation, toi, j'en fais jamais. Toi, c'est pas, même mes joueurs n'ont jamais animé de la location chez Camp parce que c'est pas à nous de le faire, ça. D'accord. Ok. 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 Je pense que là, on a quand même relativement bien démontré que créer un club, ce n'est pas forcément complexe. Ça demande du temps. Ça demande de Ah l'engagement. oui, oui. Tous les jours. Je pense que ça, c'est le plus important. Ça demande une équipe qui fasse vraiment vivre le club, des personnes qui font principalement ça plutôt que le jeu. Et je pense que c'est aussi cet écosystème à créer, c'est-à-dire pouvoir proposer un tarif, comme on disait, un peu all-inclusive pour tout ce qui est engagement compétition, billes, matériel et autres. Pouvoir Mm. aussi avoir un stock de matériel pour que les gens qui viennent jouer les premières fois puissent au moins jouer avec quelque chose, notamment comme tu disais pour les U12 ou les U16, c'est là que c'est, je pense, le plus important aussi, parce que à 12 ans, on peut difficilement dire à un enfant, bah écoute, faut que tu demandes à tes parents d'acheter un marqueur, d'acheter un masque, et ainsi de suite. Le fait de pouvoir leur fournir ça quand ils arrivent et qu'ils sont jeunes, je pense que ça c'est très très bien. Alors, on prête des masques, mais là, alors maintenant, par contre, avec tout ce qui vient de se passer, on va devoir changer un petit peu notre fusil d'épaule. Le masque va être obligatoire à l'achat. Ouais. Voilà, voilà. Ça paraît. Déjà qu'on sensibilisait pour qu'ils l'achètent très très rapidement, mais maintenant, je pense que ça va être une obligation. Je pense que les gens peuvent le comprendre. Ah bah, je pense que même maintenant, les gens vont encore mieux le comprendre. Oui, bah, c'est pour ça, tu les as. Après, tu vois, pour construire un club comme on a construit là, ça n'a pas toujours été simple. Tu vois, par exemple, tout ce qui est administratif, ça a été très difficile parce que nous, on fait
des séances d'entraînement, on coach les gamins quand ils sont sur les compétitions, on organise des compètes chez nous. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'au niveau administratif, on se noyait des fois, tu vois. Donc là, l'année prochaine, on va avoir une secrétaire qui va bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur tout ce que nous, on n'a pas envie de faire. Mais ça nous a manqué depuis des années. C'est vrai qu'au niveau, voilà, au niveau sportif, je pense que voilà, tout le monde nous connaît. C'est vrai qu'au niveau administratif, on a eu des hauts et des bas. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi ça le staff, c'est trouver les personnes qui veulent bien s'investir dans un projet comme ça. Hmm. Alors, on a souvent des papas, des mamans, qui soit finissent le joueur, soit rentrent dans le staff. Voilà, comme Raphaël maintenant, sa fille joue en D3. Lui, il a joué en compétition avec nous pendant 2 ans, les 2 premières années que sa fille était là. Puis du coup, il a voulu passer entraîneur et c'est lui qui s'occupe des moins de 12 ans. D'accord. Voilà, donc c'est aussi ce genre de choses qu'on recherche. On a eu des mamans qui ont donné un coup de main pour tenir le secrétariat, mais on les a pas tout le temps. On n'a pas toujours quelqu'un qui veut le faire. Et il suffit que l'enfant quitte le club et forcément, Ah, ça mais en plus. mais pas toujours, hein. On a des parents qui y restent des fois. Mais voilà. Après, on perd pas, sincèrement, depuis 5 ans, et là, je crois que Théo, tu es vraiment témoin de ça, on perd pas tant de monde que ça. Non, 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 non. Ça reste, les gamins restent sur le long Je, terme. je dirais que là où on a la plus grosse perte, en fait, c'est le passage du calibre U16 à U19. Parce qu'il y a Ouais, et beaucoup de encore, on n'a petits, pas perdu. et encore, on n'en a pas beaucoup. Mais je pense certaines personnes que je ne citerai pas, mais qui ont eu peur de la bille et qui se sont Oui. arrêtés comme ça du jour au lendemain. Donc bon, je pense que Ouais. c'est surtout Le, sur ça qu'on a de la perte. Parce que une fois qu'on a joué une fois, c'est bon. les personnes, les joueurs qui n'ont pas passé le cap du calibre 50 au calibre 68, si on les avait fait commencer tout de suite au calibre 68, de toute façon, ils ne seraient jamais venus. Ah oui, Tu vois, ça n'a rien changé en fait. Ça n'a rien changé. En calibre 50, ils n'ont pas eu peur, mais le calibre 68 leur a fait toujours peur. Mais en fin de compte, si on regarde bien, on a perdu très très peu de joueurs malgré tout, malgré ce passage. Aujourd'hui, on a plus de 70%, dans 65%, je crois, des joueurs qui sont toujours là. Voilà. Alors après, il y en a qui ont testé le paintball pendant 1 an en U16 et qu'on n'a pas revu l'année d'après, tu vois. voilà, ça c'est. Voilà. Mais sinon, regarde bien les jeunes d'aujourd'hui, tu les connais depuis 2 ans tous. Ils sont toujours là. Et ils seront là regarde, tous ceux qui passent en U19, ils passent là. Donc c'est intéressant de voir ça aussi, de voir que les jeunes joueurs ne quittent plus le paintball comme ils pouvaient le quitter plus facilement avant. Oui, c'est ça qui est aussi très important. C'est, enfin, comme on le disait dans nos autres podcasts et comme on le dit assez souvent, c'est important de faire venir des nouveaux joueurs, de faire venir des gens au paintball, mais c'est encore plus important de les garder. Et je pense Oui. que Ouais. l'approche club que vous avez au RNPPC est excellente parce que justement, vous avez un modèle économique qui permet aux gens de savoir, ok, bah, tant par an, ça me coûte tant. Hmm. Et tout est Alors après, prévu, des surprises, il n'y a pas de choses on qui n'est peuvent arriver. Quoi. on n'est pas les seuls à fonctionner comme ça. En France, alors je dis, j'ai cité les Los Calamares parce que voilà, je les connais bien. Je sais que Alexandre Genet aussi à Poitiers prend cette direction-là. Pour l'instant, lui, il n'en est qu'au début. Voilà, il connaît ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé avec 4 joueurs, tu vois. Mais voilà, il en est là. Il a cette optique en fait devant lui. Je sais que en Rhône-Alpes aussi, il y a des très très bonnes équipes qui commencent à se développer de cette façon. Les boules de feu ont toujours travaillé aussi de cette façon-là sur Toulouse et Pau. Voilà, tu as plein de clubs qui fonctionnent de cette façon. Donc c'est pas, on n'a pas non plus inventé tout ça. Toi, nous, on s'est inspiré avec Non. Thierry de tout ce qu'on a pu faire dans le hand, dans le basket, dans le foot, dans le rugby. Et aujourd'hui, je commence à avoir des clubs comme ça en France de paintball qui naissent un peu partout. Et je pense qu'il va falloir que les gens comprennent que c'est vraiment important. Alors après, on peut aussi préférer rester en équipe de copains et pas se prendre la tête avec ça et payer 3 000 € par an. Ça, c'est pas un problème en fait. Mais je pense que s'ils veulent aller plus loin, si tu veux commencer à faire du U16, si tu veux commencer à peut-être payer moins cher, tu vois, et avoir une vie de famille peut-être plus stable et pas dépenser tout ton salaire dans le paintball, le club, la création du club me paraît vraiment une évidence. Et c'est même quelque chose que moi, j'avais pas compris tout de suite dans le paintball et à force, voilà. Et pourtant, j'en ai fait des clubs de sport, hein, mais je pensais que dans le paintball, ça arriverait pas. Et puis le projet Jeune a permis de lancer ça quand même. Ouais, je pense que c'est Voilà. ça qui permet de créer, de faire vivre un club, de le faire évoluer. Aussi, comme tu le disais, en proposant des nouvelles activités, le milsim, Ah le woodsball, le pompe si on y arrive, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Mais voilà, je pense qu'en proposant tout ça, on fait évoluer les choses dans le bon sens et on fait évoluer les clubs dans le bon sens. On permet de fidéliser les joueurs et donc on fait aussi évoluer oui. l'ensemble du paintball
vers un avenir beaucoup plus glorieux. Ah bah oui, et puis nous, c'était vraiment ça. On voulait vraiment, vraiment qu'il y ait plusieurs entités. On voulait pas s'arrêter que sur le parti compétition. Le loisir, c'était quelque chose qu'on avait en tête. On n'a pas commencé sur le loisir, on a développé le speed en premier, mais on avait toujours eu en tête de monter une entité Milsim, McFed et autres. Moi, je dis, j'attends des footballeurs. Là. Voilà. Si y en a qui s'intéressent, qui m'appellent. J'adorerais avoir une équipe RNPPC avec des maillots Woodsball, ça me plairait trop. Voilà, tu Je jouerais un petit peu même la un peu. que je voulais poser pour conclure, parce qu'on arrive à 55 minutes. Ouais, encore des machines. Ah. Et la question était de savoir justement, pour essayer de conclure maintenant, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton club sur les années à venir? Ouais. Parle à moi là. Oui, bah, bon, t'as un peu devancé avec le Woodsball. Hein. Non, bah le Woodsball, oui. Non, après, bon, bien sûr, moi j'aurais aimé avoir des jeunes, des U16 en Milsim, c'est quelque chose qui me plairait bien. J'aimerais bien développer le U16. Excusez-moi, ça sonne de partout. C'est quelque chose qui me plairait vraiment, de pouvoir apprendre aux jeunes plus rapidement cette partie-là. J'aimerais avoir un peu plus de monde en U12 aussi. J'espère que l'année prochaine, on fera rentrer un peu plus de U12. Et non, après, je dis, ouais, le Woodsball, c'est quelque chose qui me plairait bien, ouais. Vraiment. Je trouve que en compétition, je trouve ça chouette. Ça me permettrait peut-être d'en jouer un peu aussi. Et puis voilà, c'est une partie de compétition qui me plaît bien en ce moment. Mais après, moi, je suis ouvert à plein de choses. On peut même lancer des nouveaux projets. S'il y a des jeunes qui se pointent et qui me disent, ouais, nous, on aimerait bien faire telle activité. C'est maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'on propose, Paintball Arena, Paintball Legendary, tout ce que tu en veux, tu en voilà. Demain, si on monte une entité vraiment folklore comme ça, qui a envie de faire que des trucs un peu fun comme ça, et avoir une vraie entité loisir pure, tu vois, ça pourrait vraiment être intéressant. D'accord. Et toi, Théo, si tu avais des souhaits pour le RNPPC sur les prochaines années, quels seraient-ils? Bah, déjà le titre de champion de France, obligé, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais? Bah, honnêtement, moi, j'ai rien à redire du club. Si jamais je devais m'occuper de ma partie, je dirais bien que je voudrais un peu plus de joueurs en loisir. Mhm. Mais à part ça, je trouve que niveau spin, on est nickel, je trouve. D'accord. Donc non, pour moi, il n'y a rien à rajouter. On a le matos à des prix abordables, on a tout ce qu'il faut quand il le faut. Donc pour moi, il y a pas de raison de se plaindre sur ça. Bah, très bien. Ça, c'est clair. Après, pour la voilà, donc, nous, cette année, on va avoir un gros travail avec Théo pour promouvoir justement ce côté McFed Milsim auprès des jeunes et des moins jeunes, et des papas, des mamans qui voudraient nous rejoindre. Donc, on va devoir faire au forum des associations, mettre le paquet sur ça. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Bon, là, on arrive à quasiment 1 heure. Est-ce que vous auriez un dernier mot Ouais. sur le paintball en général, Non, sur voilà, le club? moi aussi, je pourrais conclure sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal d'activités différentes dans le paintball. On le voit bien, on voit pas mal de choses qui bougent, des nouveaux événements, des trucs vraiment sympas. On a même vu des tournois loisirs. On en parlait l'autre fois de fameux tournoi Olive Cacahuète, que moi je trouve plutôt marrant. Il y a plein de moyens d'intégrer les gens dans un club de paintball en les mettant là où ils ont envie d'être. Ouais, si des gars ils veulent faire du olive cacahuète toute l'année, bah, tu les mets sur ce truc-là toute l'année. Ils vont s'amuser toute l'année. Mais voilà, c'est un esprit club. Donc forcément, c'est aussi. Je pense que quand tu rejoins un club, c'est aussi parce que tu as envie de t'entretenir un peu, toi, de faire quand même un truc qui fasse un peu de sport. Tu vas pas juste pour jouer une fois par an. Donc c'est aussi ça le club. Hein, c'est voilà, pour venir régulièrement dans un club. Et pour nouer des relations avec les autres. Donc là, je pense que c'est. Voilà, exactement. Donc je trouvais ça intéressant que tu veuilles faire un podcast là-dessus, parce que je pense qu'il y a des équipes qui pensent pas forcément à ça, ou même qui savent pas trop comment faire. Ben voilà. Et un dernier truc important que j'ai pas du tout parlé, c'est les dons associatifs. Nous, en termes de paintball, on ne peut pas avoir de dons associatifs. C'est très important de savoir ça. Personne ne peut déclarer de dons associatifs aujourd'hui pour le paintball puisqu'on n'est pas reconnu. D'accord. D'accord? Ok. C'est important. Parce que tu as des gens qui vont te donner 100 euros, par exemple, et tu leur donnes une fiche, ils vont pouvoir déclarer aux impôts, bah, c'est illégal, en fait, tu n'as pas le droit. D'accord. Ok. Et ça, je Voilà. pense que c'est un peu C'est important. important. Pas reconnu, donc, ah bah oui, parce que j'entends de tout, hein, donc je préfère le dire. T'as bien raison. Et toi, Théo, si tu devais faire un dernier mot Le sur mot de la fin. paintball et autres Fin. paintball club. Le mot de la fin, bah vivement que ça reprenne.
Par contre, je suis un peu d'accord, vivement que ça reprenne. Hein. Ouais. On a tous hâte de retourner sur les terrains, puis on a plein de projets là. Ouais, Donc, c'est clair. Oui, parce que ouais, faut que ça arrive vite. On est le 20 mai aujourd'hui quand on enregistre ce podcast. Donc nécessairement, 20 mai, le déconfinement a commencé le 11. Ça commence gentiment à Ouais. déconfiner. On n'a pas encore revu les terrains, donc on a tous l'index et le major qui nous démangent. Ah, Ouais, Tout le monde, et c'est ça clair. va pour tout le monde. ah, ouais. Mais nous, on jette aussi des grenades, hein, donc il n'y a pas que l'index. C'est ça. Voilà. Voilà pour toi. On t'a tout dit, on t'a tout raconté. Eh bien, merci à vous pour ce podcast. Donc, il traitait principalement de comment monter un club de paintball. Dans le prochain podcast, on va essayer de faire un podcast dédié à comment monter un terrain de paintball qui fonctionne. On aura d'autres invités, logiquement, pour traiter de ce sujet-là. En attendant, je remercie Walter et je remercie Théo pour avoir participé à ce podcast. Je vous remercie tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à rejoindre les clubs de paintball, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube qui est de la FFP, mais aussi à nous rejoindre sur tous nos supports de réseaux sociaux, tels que Facebook. Merci à vous et bonne fin de journée et à bientôt sur les terrains surtout. Allez, Salut. ciao! Ah, salut.